in all time. C'est lundi. Oui, monsieur. This is Monday. Yes, sir. Voilà, on y est, enfin. Boum, boum. Le week-end, c'est derrière. T'as un rétroviseur. Fait du bien. Hein. Ah ouais. Ça a été long. Hein. Puis les week-ends en ce moment, si tu veux, Waouh, ils sont chargés. c'est un peu On est intense. content d'être lundi. Ah ouais, on est bien content d'être lundi. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, comme un lundi, c'est-à-dire bien. Toujours. Quand j'en vois des gens qui font la tronche d'être lundi, je me dis, mais bon sang, le bonsoir. Purée, hein. Dans quel monde vit-on? Vous savez pas ce que vous ratez. Ce sont les top 10 all time. Installez-vous tranquillou, on vous fait la bise en espérant que vous allez bien dans cette folie, bien évidemment, du printemps en NBA. Ça continue sur cette saison 2021-22, évidemment. Il y a un top 10 tous les lundis avec vous. Le line-up, il ne bouge pas. Hop, hop, hop. On est sur un nouveau thème. Nouveau thème, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors lui, dans la NBA actuelle... Ah, un running gag qui est devenu une émission d'une heure. On expliquera bien les critères, par contre. Ouais, clairement. En temps et en heure. Ouh, là, il y a des gens qui se posent plein de questions. Tu as bien raison, on va respecter les line-up habituels. D'abord, un petit point sponsor, puis l'explication de ce thème. On va ensuite parler de nourriture, des petites mentions honorables, un top 10, un classique du lundi, quoi. Classica, et voilà, quoi. Entrée, plat, dessert, Dijon, fromage, tout ce que vous voulez. Et donc, je me craque la nuque, et on ne va pas perdre de temps si ça te va. Vas-y. Commençons tout de suite avec les bases. Sur cette saison NBA 2021-22, si vous ne le savez pas encore, ou si vous aimez l'ASMR, ouvrez bien vos oreilles. Les top 10 all-time de Trash Talk sont proposés par Tarmac. Tarmac, qui est donc la marque basket de Decathlon. Decathlon, petite entreprise familiale française, qui a réussi à avoir un partenariat officiel avec la NBA pour nous proposer de bien sympathiques produits, ma foi, à l'effigie d'une dizaine de franchises, les Lakers, les Nets, les Knicks, les Bucks, le Heat, les Bulls, les Rockets, les Mavs. Tu sais, je connais par cœur. Ouais, bah ouais, c'est pour ça même moi je manque les Suns, hein, ils le savent. Oh, Ils le savent. On le dit, on le redit. Manque les Suns, c'est et les quand même... couleurs sont belles. Qu'est-ce que vous Franchement, foutez? il y a moyen. Le soleil, là, ça peut bien faire un beau soleil, là. Franchement, Petite ça pompe peut... Club Med, là. Ouais, ça peut Vas-y. grave le faire. Donc voilà, sinon il y a des shorts, je crois, des 3/4, des t-shirts, des sacs à dos. Voilà quoi. Le sac à dos Plein pour de mettre trucs. toutes ces affaires. De la bonne qualité de produit, Voilà. du beau logo. Du beau logo, de la marque On a française. comme on plusieurs dit, hein. commentaires. Moi j'ai vu des gens là qui nous avaient dit qu'ils avaient essayé les produits Tarmac, ils avaient l'air plutôt contents. En termes de performance, ça a l'air d'être de la bonne cam. Donc voilà. Hein. C'est une affaire qui roule, comme les top 10 all time, avec Exactement, Tarmac. Exactement. Évidemment. Vous n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Il y a un petit lien. Vous pouvez retrouver toute, évidemment, la collection Tarmac X Peut-être NBA. qu'un jour on aura des joueurs dans le top 10 qui portent des Tarmac. Tout à fait. Peut-être Ok. qu'un jour, on aura des pompes. On aura peut-être la capsule Alex Tarmac. Avec un bon gros fromage. Non. Avec un bon reblanc pané. Comment elle serait Avec là? des légumes de saison. Ouais, tout à fait. Sur la langue. Tiens, Et hop là! je sais pas si c'est de saison ça. Ah bah, c'est tous les jours C'est de quoi la saison. saison? Les carottes? Bah, c'est d'octobre à De mi-juin. mi-octobre à mi-juin. Mi-juin. Bon, d'accord. Tu m'as Ok. tendu la Oui, perche. oui, c'est vrai que je l'ai tendu. Elle est de mi-octobre à mi-juin, la saison des carottes. Si vous ne jouez toujours pas à la TTFL, évidemment, vous vous rattrapez. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous laisse aller checker la Descro et que là, en ces périodes de beau temps, eh bien, vous pouvez évidemment aller récupérer du matos Tarmac. On est bon? Allez. Top 10 all time. Ouvrez les guillemets. Lui, 3 petits points. Dans la NBA actuelle, fermez les guillemets. Expliquons tout. Alex, on était en train de chercher et de récurer, évidemment, dans les commentaires, les suggestions de top 10. N'hésitez pas, comme d'hab, à en envoyer. Et puis, on discute et à un moment, on se C'est une dit, mais suggestion attends. celui-là? Comment? C'est une suggestion celui-là? Non, c'est une création. Je crois, moi je l'ai pas vu en tout cas, mais peut-être qu'il a été suggéré. Hein. Je pense qu'il a été suggéré d'une autre manière. Mais je viens te voir, on discute et on se dit attends, mais il y a quand même un running gag. Tous ces gens qui font des mèmes sur Alex qui dit ah bah tu sais que lui dans la NBA actuelle, et là, Ouais. eyes wide open, viens on en fait un top 10. Ouais. Et donc du coup, bon, fallait restreindre un peu le champ parce que sinon ça pouvait vite devenir n'importe quoi. Donc l'idée, c'est genre lui dans la NBA actuelle, dans le sens il aurait beaucoup plus cartonné. Ah. Genre, Shaquille O'Neal a bien cartonné, je crois, la NBA des années 90 et la NBA des années 2000. Dans la NBA actuelle, je ne doute pas un instant qu'il cartonnerait, mais du coup, il rentre pas dans mon top 10, dans le sens où il a cartonné. On l'a vu. Là, on va plus s'intéresser à des mecs qui, bon, les carrières sont bonnes, on a bien vu qu'ils étaient forts au basket et tout, mais
on reste un peu sur notre fin, on est là, on se dit quand même, what the fuck, s'il avait joué aujourd'hui, mais waouh. Bien sûr, ça se joue dans les deux sens. C'est très important en effet que tu le signales tout de suite d'entrée. On vous voit dans les commentaires à tout de suite dire « Oh, mais OMG, Michael Jordan, Will Chamberlain... » NBA actuel, ça serait bien. Oui, voilà, Will Chamberlain aussi. Mais nous ne sommes pas là pour faire ce top 10-là. Vous pouvez évidemment le faire si vous voulez. On peut débattre de ces garçons-là, parce que c'est toujours quelque chose. Tu sais, quand t'as les anciens qui disent « Oh, dans la NBA actuelle, je mettrais 150 points par match. » Ouais. C'est pas le cas de tous les anciens. C'est pas le cas de tous les anciens. Tout le monde prend la conf. Et ça, c'est formidable. C'est ce qu'on appelle le sel. J'ai 2-3 anciens, physiquement, ils auraient des petites galères. Parce que ça mettait des coups de coude, mais par contre, je pense qu'au bout d'1 minute 30, il y aurait un peu d'essoufflement. Ouais, tu vois, genre. Ah, ça court aujourd'hui. Quand on dit dans la NBA actuelle, c'est donc lui. C'est Charles Oakley. Qu'est-ce qu'il fout à 3 points, mon adversaire direct? Oh, faut sortir. Relou, là. Attends, je sors mon cutter. Shoot. Nous sommes donc dans la NBA actuelle, de la NBA de 2022. Qu'est-ce que ça veut dire aussi comme phrase, Alex? C'est important qu'on mette un cadre bien délimité, puisque comme tu disais, on va pas mettre des légendes NBA. Il se peut qu'il y ait du Hall of Famer, mais on va surtout rendre hommage à des joueurs qui, dans des années peut-être 70 ou 80, 90 ou peut-être même 2000, étaient dans une ère où le jeu se jouait totalement différemment, mais ils avaient les skills parfaits pour être dans la NBA de 2022. C'est ça. Exactement. Donc plus d'espace, plus de vitesse, plus de shoot. Déjà voilà, t'en as dit pas mal. Le shoot, le volume de shoot à 3 points évidemment. Eh oui. La pace évidemment, c'est des mots qu'on va pas mal répéter dans ce top 10 évidemment. Le côté aussi de plus en plus de grands qui portent la balle. T'as des grands des années 80-90 qui auraient certainement été capables de porter la balle. Et on leur a pas laissé l'occasion de le faire. On jouait demi-terrain et puis faire ta gueule. Ouais, voilà, ça. Demande au poste, s'il te plaît. Bon, je vais pas dire de nom parce que ça va spoiler, mais tu vois, là, c'est un peu relou. Les intérieurs fuyants, je pense qu'ils sont mieux aujourd'hui que dans les années 90. Hein. Ah bah quand t'étais grand et que tu prenais un shoot à 3 points dans les années 90, qu'est-ce que tu fais, Michel? Pose ce ballon quand même. Le côté mobilité, c'est-à-dire que le spacing est quand même autre chose, c'est quand même autre chose aujourd'hui. Donc la mobilité, tout poste confondu, et les demandes en mobilité actuelles sont bien supérieures à celles des années 80 ou 90 ou même avant. Hein. Multi-switch. Le côté exactement. Donc tout ça. Ça veut dire pardon, multi-switch, excuse-moi. Tout ça mis bout à bout, vas-y. Bah, tout ça mis bout à bout fait que certains joueurs qui ont eu des carrières honnêtes auraient pu avoir des carrières bien meilleures. Si ils avaient joué dans une autre ère, c'est-à-dire l'ère actuelle. Voilà. Tout à fait. Quand je disais multi-switch, pour celles et ceux qui débarqueraient, tout ça, sur la pointe des pieds, on est très fan, notamment dans l'NBA actuelle, de pouvoir switcher beaucoup en défense. Ah tiens, voici un écran, je vais devoir défendre sur un meneur, je vais devoir défendre sur un pivot, un ailier fort. Exemple type, les Bam Adebayo et les Draymond Green qu'on voit aujourd'hui. Ces joueurs capables de switcher sur les écrans. Bah, dans les années 90, man-to-man, défends ton joueur... Allez, un bout de zone si c'est pas autorisé. Et forcément, vu que ça défend différemment, bah il y en a dont les skills n'ont pas été utilisés pleinement. Et d'ailleurs, je vous vois certains dans les commentaires qui disent vous pourrez faire dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire les joueurs de la NBA actuelle qui peut-être auraient préféré jouer dans les années 90 et 80. C'est quelque chose auquel on réfléchira aussi, Alex, parce qu'il y en a Moi, je croyais que les mecs de la NBA actuelle dans les années 90 ça tient pas. Mais ça dépend. Arrêtez les Charles Oakley de dire que Giannis serait un remplaçant dans les années 80. Il a dit ça? Il a dit ça? J'ai même pas vu ça. Charles Oakley, et pas Barclay, a dit Giannis, il serait pas titulaire à son ère. Et Isaiah Thomas, il a dit Charles, écoute-moi, sur NBA TV, tu peux la retrouver sur YouTube, il a dit Giannis, il vous donnerait le business tous les jours. Isaiah de Pistons? Bah oui, Isaiah Thomas. Mais bon, Isaiah Thomas, Charles Oakley, tu vois, il était obligé. Mais il a fait ouais, mais pardon. Charles, il vous donnerait le business tous les jours. Oui, bah c'est sûr et certain. Mais c'est des oufs. C'est le propre de la discussion des anciens. En plus, c'est du bonheur pour Giannis. Qu'est-ce que tu t'en fous, le mec, il est pivot, il vous roule sur la gueule. Bon. Il y en a quelques autres comme ça, enfin bon, bref. Il y a des garçons dans la NBA actuelle, hashtag McConley, hashtag Ricky Rubio, hashtag d'autres garçons qui peut-être auraient plus cartonné à cette époque-là, on en reparlera. Là, on fait dans le sens passer vers le présent, et donc bah forcément on s'intéresse au jeu, aux productions, et à chaque fois on parlera du contexte de chaque joueur, dans son ère et dans son équipe. Voilà un petit peu pour les critères, ça va être passionnant. Mais rappelez-vous qu'il y a peut-être des joueurs que vous avez croisés quand vous avez démarré la NBA. Un petit côté science-fiction, enfin un petit côté voilà, bien sûr, projection, hypothèse, hypothèse. Tout à fait, hypothétique. Il y a peut-être des joueurs que vous avez rencontrés au début de votre passion NBA, vous étiez dit, damn, lui, en 2022, waouh,
spacing. Et vitesse et espace, c'est ça on a utilisé sur Ouais, tout bien ça sûr, c'est une bonne tactique. Vitesse et espace. Ouais, c'est une très bonne tactique. On est bon sur les critères? Allez. Dans la NBA actuelle, lui et lui, on verra ce que ça donne. On va devoir manger. Vous le savez, on est le lundi, et donc il est midi, et donc on se pose une grande question que tout le monde se pose en ce moment. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Tiens, c'est une excellente question. Je partirais bien sur une petite quiche tranquille saumon poireau. Formidable. J'aime bien. Le poireau, c'est un légume qui marche bien. Tout le temps de saison, le poireau. On est d'accord ou pas? Ah oui. Tout le temps de saison, Bah, ça. le poireau. Voilà. Le saumon, c'est un légume qui est tout le temps de saison aussi. Les œufs, pas cette saison. Cette saison. Tout est de saison. Non, là, mais la saison. petite quiche saumon poireau qui va bien, un petit peu gratinée au four, là. Ah bah ça passe. Ouais, ça marche bien. C'est vrai que c'est une bonne option. Léonce? Qu'est-ce qu'on mange, Léonce? Je sais pas. Et je mange avec Non. vous. Ouais, Ouais, c'est ça. tu veux manger une quiche saumon poireau? Tu veux chez Alex? Je sais pas, va vas-y, chez- propose, vas-y, vas-y, chez Alex. Bah, propose. Non, Tiens, moi, je vais choisir. Moi je vais faire le tour. Je vais faire le tour avec les copains, ceux qui font le ramadan. Donc après je laisse gérer le menu. Mais voilà, moi je viens pour l'heure où ça break le jeûne. Et on vient et on se régale. On mange quoi, du coup? Ouais, Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Chacun a son tour. Chacun a sa Ouais, manière bah, de faire le qu'est-ce que tu truc. proposes? Ah bah c'est tout ce que tu veux. Couscous? Par exemple. Non, mais Allez c'est parti. Couscous. couscous boulette? Par exemple. Allez. Merguez, boulette. Couscous boulette Chacun ou son quiche, choix. saumon Il y poireau? en a qui font même veggie. Hein. J'en ai mangé il y a pas longtemps, donc quiche saumon poireau. Allez. C'est qu'il y en a qui le font veggie, il y en a qui le font merguez, Oui, il y en a tout qui le à font fait. boulette. Bon, alors là, Il y a plein de couscous. imbibé, hein, bien comme il faut, je veux pas de bêtises. Hein. Des côtes d'agneau aussi. Ouais, très bien, bien sûr. Donc tu vas faire quoi? Tu vas... Mangé On le fait Il y a ensemble? chez moi. Ouais, Allez, va chez saumon Alex. poireau. Allez, va chez Alex. Saumon poireau. Dites-nous évidemment ce que vous allez manger ce lundi de l'an de grâce 2022. Nous, on va pouvoir enchaîner. Ouais. Ceci est une tablette. Hop là, avec mon cher Alex et The Bee. Tiens. Et moi, je vais également m'occuper de ma tablette. Et maintenant que le backflip il est fait, vous savez comment ça se passe. On doit toujours démarrer avec les mentions honorables. Qui sont les mentions honorables, Alex, dans ton classement, top 10, top J'en ai 15, pas top mal, 20? mais alors, ça c'est un top 10 ou... Enfin, je veux dire, tu peux avoir vraiment beaucoup de top 10 différents. Parce que le nombre de joueurs qui n'ont, hypothétiquement, pas eu la carrière qu'ils auraient pu avoir, tu vois, déjà, il y a beaucoup de conditionnels dans les trucs. Donc, je vais essayer quand même de partir sur des choses. Fais comme d'hab, voilà. Fais une petite... Moi, je peux te faire une... J'ai pas rentré Kevin Johnson. Non. N'empêche que... Ben oui. Pouf. Donne-lui des ballons, là, en 2022, là. Donne-lui des ballons, fais-lui des écrans, tu vas voir. D-Rose. Il va faire des massacres. Ah. Des masses. En plus, il défend. Hein. Ah. Kevin Johnson, je pense qu'il aurait pu jouer des deux côtés du terrain. Plutôt joueur de mid-range, mais avec l'époque actuelle, il aurait certainement bossé un 3 honnête, je pense. Donc, Meneur ouais, des Suns, des Cavs d'abord, et puis après des Suns. Excellent joueur, qui n'est pas Hall of Famer, c'est assez surprenant, qui a quand même été déjà 3 fois All-Star, qui a été MIP en 89, qui est allé en finale NBA avec les Suns en 93, joueur athlétique incroyable. Je ne l'ai pas rentré dans mon top 10 parce que j'estime que oui, ça aurait pu être mieux, mais est-ce que ça aurait été tellement mieux, tu vois, que ce qu'il a fait dans les années 90? Il y a quand même des saisons graves sales et tout de Kevin Johnson, donc il a quand même été leader, il avait la balle en main, c'est pas comme s'il avait été remplaçant, tu vois. Donc c'est pour ça que je le rentre pas. Je suis d'accord. Je pense pas que tu as mis Mehmet au cours dans ton top 10. Non, mais alors putain, lui c'est Mais pas... alors Mehmet au cours, bordel, hein. Moi c'est un nom, il est arrivé assez rapidement parce que Mehmet au cours, pivot turc, grand, qui a été costaud, All-Star, technique. grand, costaud, technique, ça shoot à 3 points comme jamais, donc pour aller stretcher le terrain, bon courage pour sortir. Et c'est pas non plus la buse totale défensive Non, ça qui fait va. que derrière il allait se faire prendre, c'est que ça allait. Lorsqu'il fallait notamment s'occuper des belles années du Jazz, Mehmet Okur, il était là pour répondre présent. Je crois qu'il était passé par Détroit aussi, mine de rien, Mehmet Okur. C'est un joueur que moi j'aimais beaucoup, je crois qu'il a été une fois All-Star et il n'était pas tout à fait dans la bonne ère parce que, allez, on n'a pas encore totalement démocratisé ces géants internationaux qui shootent de loin. Aujourd'hui, avec un joueur comme ça, bon bah, tu te régales. Ce serait d'ailleurs pas mal que là, je te propose pas pour les mentions honorables, mais pour le top 10, qu'on donne un peu on essaye au moins de donner un point de comparaison avec un joueur actuel. Ouais. On va essayer. Ouais. Mais Mehmet Okur, voilà, débrouillez-vous pour la compa, mais c'est un bon pivot qui stretch. Je reste chez les Suns, Tom Chambers. Je le rentre pas dans mon top 10 Je parce reste que chez les mine de Suns, rien, Dan Meyerley. il a déjà, n'empêche, il a déjà été 4 fois All-Star à l'époque, il a été All NBA, mais bon,
Et puis il a déjà eu des saisons. Son prime, Tom Chambers, on a tendance à oublier, mais l'autre il est à 26 ou 28 points par match. Hein, donc voilà. C'est pour ça que je le rende pas, parce qu'il a déjà vraiment pas mal réussi. Mais athlétique, vitesse, 2m08, 100 kg, enfin le petit ailier fort parfait, détente de grand malade mental. Je pense que lui, avec les espaces et la vitesse de jeu de la NBA actuelle. Ah oui, bien sûr. Il y avait un arrière chez les Lakers à la fin des années 90, je sais pas, il est dans le top 10. Eddie ? Ouais. Non. Il est pas dedans ? Ouais, tu peux le citer. Eddie Jones dans la NBA. Il aurait été bien, lui. Eddie Jones, qui a réussi à être une fois All-Star, si je dis pas de bêtises, avec ses Lakers. Merci. En fait, c'est ce que j'allais dire, exactement. Tu te compares ? Ou en tout cas, quand tu vois ce que Jalen Green est drafté aussi haut quand il va à Houston, les gens peuvent se dire genre, vas-y, ok. Eddie Jones, slasher, joueur vraiment tellement beau à avoir joué, balle en main et aussi sans le ballon, attaque, défense, interception, balle à l'arceau, intelligence de jeu. Vraiment, Eddie Jones, c'était du régal. Et je pense qu'il en a un petit peu pâti d'être dans des années 90 où c'était pas forcément la vitesse idéale pour un joueur comme Eddie Jones, qui est quand même monté à plusieurs dizaines de points par match. Hein. On est sur du 10 à 20 points par match. Alors, je sais pas si tu l'as rentré ou pas. Attention. Dennis Scott. Non. N'empêche que lui, dans la NBA actuelle, il serait mieux que dans les années 90. Ah, bah c'est Monsieur 3 3D. Défendait bien Dennis Scott, c'est correct. En 3 points, très très bon shooter, sauf que du coup, il en prenait quoi 2 par match, je sais pas. Non, il devait en prendre plus. Il en prenait plus parce que Orlando essayait de casser le moule, mais il avait 20 ans d'avance. Non, mais dans la NBA actuelle, Dennis Scott, il en prendrait 9 par match. Dennis Scott dans la NBA actuelle, c'est... Dennis Scott dans la NBA actuelle, c'est Buddy Hield. Avec de la défense. Oh, waouh. Non, il défendait mieux. Hein. Il shoot bien. Je trouve pas là, je viens de sortir ses stats. Non. Il shoot à quasiment 40% en carrière, alors qu'il a tout fait dans les années 90. Ouais. Hein. Et il en a 1000, hein. Il a pas un petit... non, il a un gros volume hein, pour en total, il en a mis combien à l'époque Non, mais déjà, il est sur presque 5 de moyenne par match de prix pour les années 90. C'est énorme. C'est énorme. C'est un spécialiste. Donc je l'ai pas rentré parce que je pense qu'il est un peu limité dans un rôle de 3D, que je pense pas qu'il serait devenu un manieur de ballon par exemple, tu vois. Je suis d'accord. Donc du coup je l'ai pas rentré, mais alors bah. Grande carrière, grand joueur. Il y avait un garçon qui aimait bien faire des triples-doubles à la main à Denver dans les années 80. Est-ce que tu l'as dans ton top 10 ? Non. Fat Lever, années 80. Alors, belle carrière, attention, hein. Il en a pas. Ouais, voilà. Moi, c'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est pour ça aussi qu'il y est pas, parce que je crois qu'il avait son maillot qui est retiré chez les Nuggets. Ouais, voilà, c'est du lourd. Ça, mais alors, Big Guards dans la NBA actuelle, qui fait du triple-double à foison, ça faisait du triple-double dans les années 80 à base de points, rebonds, passes, bonne défense, leadership. J'aime beaucoup Fat Lever, et c'était une mention que je devais mettre en avant, parce que parler de la NBA aujourd'hui sans parler dans la NBA actuelle de triple-double, c'est pas tout à fait cohérent. Il y a beaucoup de 10-10-10 dans tous les sens en NBA chaque soir. D'autres mentions ? Je l'ai pas rentré. Attention. Dans mon top 10. Tarte ta gueule. À la récré. Penny Hardaway. Non. N'empêche. Oui, belle carrière. Ouais, mais un peu écourté. Grand-il dans la NBA à cause des blessures et tout. Mais oui, il a déjà été All-Star, tout ça, machin. Non, Penny Hardaway dans la NBA actuelle... Moi, j'en ai un comme ça, relativement haut dans mon top 10, qui a déjà une belle carrière, mais qui, s'il était dans la NBA actuelle, j'ose même pas imaginer le délire. Dans le top 3, vous allez vous marrer. J'en ai un comme ça. Ouais. Mais Penny, ouais, je pense que peut-être... probablement, il se serait blessé peut-être quand même, on n'en sait rien. Par contre, 2m01, manieur de ballon, athlétique, capable de shooter, de slasher, de faire des passes, d'intercepter... Il peut jouer dans la NBA d'aujourd'hui, il joue 1, 2, 3, 4. Hein. Il joue ce que tu veux. C'est ce qu'on espère pour Cade Cunningham. Genre de. Mais Cade aimerait beaucoup avoir les qualités athlétiques de Prime Penny Hardaway. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup plus ça l'athlétiquement. Ouais, bien sûr, mais tu vois, en big genre. Il peut tout faire. Tout faire. À qui il est comparable ? Il est dur à comparer, Penny Hardaway. Penny, c'était une licorne. Il est dur à comparer. Tu peux pas. Hein. Non. Trop chaud. Non, c'est chaud, hein. Je cherche là, mais... Trop tendu. C'est compliqué, hein. Non.
T'as pas Doniel Marshall dans ton top 10? Non, mais j'ai pensé à lui. Doniel Marshall, qui pendant un moment avait le record de 3 points à égalité avec Kobe de 12 tirs à 3 points rentrés. Attention, mobilité, ailier fort, capable parfois de jouer pivot. Bon, dans la NBA actuelle, il est 5 et il ferme sa gueule. C'est un peu le problème. C'est ça. Mais il galérerait en défense, je pense. Tout à fait, mais c'est un incroyable stretch big. Ah oui, vraiment, oui. Il pouvait mais ça a vraiment... peut-être été un Channing Frye, tu vois. Mais ça, ouais, voilà. C'est ça. Sans être trop méchant. Ça aurait été kilo unique. Félicitations. Tu vois, c'est ça un peu, quoi. Compliqué. Donc je suis pas c'est pour ça que ça restait une mention. Je suis pas sûr à fond du résultat, quoi. J'en lâche juste une old school parce que je pense qu'il s'est bien éclaté dans la fin des années 70. Je sais pas, t'as pas World Be Free dans ton non. Mais c'est que World Be Free dans la NBA actuelle, en fait, c'était pas mal. Il s'est éclaté avec les Cavs, il s'est éclaté avec les Clippers ou les Braves de l'époque. World Be Free, c'était véritablement son nom. Hein. On en parle notamment dans le gros bouquin orange. Scoring, Get Buckets, lui et Calvin Murphy. Je sais pas si t'avais foutu Calvin Murphy dans ton top 10. Bon, bah, tu leur donnes. Calvin Murphy, il aurait scoré un peu, je pense. Tu leur as donné open bar dans la NBA actuelle? Ouais, il aurait scoré un peu. Alors, je dis pas après pour le succès, hein. Donc il y aura beaucoup de hashtag Bradley Beal dans ce top 10, mais il se sera éclaté parce que c'est open bar pour les guards. Et ça là-dessus. Il y a plus d'espace pour driver parce qu'il y a plus de shooters autour de toi. Yep. C'est-à-dire que Calvin Murphy, il avait 2 joueurs dans la raquette. Ouais. Non mais. Donc il fallait que tu te démerdes pour 2 finir. joueurs dans la raquette, des joueurs sérieux, à qui il faut filer des ballons. Ouais. Non, c'est tout. Ok, bah c'est pas mal déjà. Ouais. On va claquer un petit numéro 10. On va claquer un numéro 10. Allez. Je sens qu'on va se marrer sur celui-là. Alors, ah oui. J'ai hâte d'avoir ton avis sur le numéro 10. Pareil. Ouais. Larry Nance Senior, et moi j'ai mis monsieur Robert Horry. Oui, carrément Robert. Après moi je l'ai pas rentré parce que j'estime qu'il a 7 bagues. Oui voilà, on va faire c'est bien passé pour lui. C'est une belle carrière mais à titre individuel. Non mais je suis d'accord. On va en reparler. Larry Nance Senior, vas-y, ce qui va être cool c'est que je pense qu'on va avoir beaucoup de joueurs différents dans ce top. Larry Nance Senior, bah le papa de Larry Nance, il a joué grosso modo, c'est les années 80, c'est le vainqueur du premier concours de dunk. De 84, premier concours de NBA, pardon, tout à fait, t'as raison, parce que le premier, sinon c'est Julius, 176. Mais en 84, il y a du beau petit monde, il y a Dominique Wilkins, tout ça, il y a des bons petits garçons. Larry Nance, papa, hein. Si vous cherchez d'où viennent les qualités athlétiques du fiston, regardez le père jouer au basket. C'est pas via sa tante. 2m08, pas très gros comme son fils, athlète incroyable, ça monte, mais à des hauteurs complètement folles. En plus, ils ont des bras dans la famille, là, c'est plus des bras, c'est n'importe quoi. Là, tu me passes le sel. Défendait très bien Larry Nance Senior, comme le fils, mais même peut-être mieux. Il a été, je le mets qu'en 10 parce qu'il a été 3 fois All-Star. Ouais, voilà. 2 fois avec les Cavs, 1 fois avec les Suns. Et 3 fois All Defensive Team. Mais je pense que dans la NBA actuelle, ses défauts, principalement peut-être un peu un manque de quantité au rebond, manque de volume et d'énergie de hustle au rebond, aurait été un peu mieux masqué, et que par contre, pour switcher au large, il aurait été un défenseur encore plus incroyable, contreur de malade, il aurait pu switcher. Dans la NBA actuelle, il joue 4, il joue 5. En plus, le peu que j'en ai vu, il y a du toucher, il y a des bribes de shoot, donc il aurait certainement pu être une menace à peu près correcte, au moins dans le mid-range, dans le périmètre mid-range. Donc je pense que tu aurais là un intérieur sous MD absolument fort, qui pourrait être titulaire dans une équipe qui veut aller loin, quoi. Tu vois ? Evan Mobley ? Ouais, alors Evan Mobley, il m'a l'air d'avoir du handle et tout. Non, bien sûr, mais tu vois, impressionnant. Je me gratte les genoux et je sais tout faire sur le périmètre. Par contre, ouais. En base, hein, je parle. Hein. Ouais, voilà. Chercher une compa. Tu vas quand même pas dire Thaddeus Young, tu vois. Non, pour moi, c'est plus haut que ça encore. Oui, il a été 3 fois All-Star dans les années 80, le type. Hein. Ouais. Attention, hein, non, moi je le mettrais plus, tu vois, dans des... C'était un contreur vraiment fort et tout. Après, il faudrait voir comment il aurait progressé, parce qu'on l'utilisait très peu en attaque, en fait. C'est un hybride, c'est Robert Williams featuring Evan Mobley. Il y a de ça... Il y a du Rudy aussi un peu. Comment ? Il y a du Rudy aussi un peu. Ouais. Du Rudy, ouais. Pourquoi pas ? Je veux dire en long, vraiment. Ouais, longueur de bras et tout, contreur. Il y a beaucoup de choses qui auraient certainement pu être très bien utilisées dans cette NBA.
Donc Monsieur Robert Horry. Attention, en effet, comme l'a dit Alex, il y a des bagues, il n'y a pas de problème. La carrière de Robert Horry, elle est mythique, elle est légendaire. 7.4 passes par contre. Mais alors voilà. Robert Horry de la NBA actuelle. Je pense qu'il mettrait plus que 7 points. Waouh. Il mettrait plus de 7 points, il aurait plus de temps de jeu, ouais. il y aurait plus de rebonds, il y aurait plus de passes. Après, Robert Horry était un excellent lieutenant, donc je pense qu'il est tombé dans la bonne ère. Preuve étant, je pense que si on lui pose la question, il va dire « Ah non, moi j'étais très content d'être dans mon ère années 90 parce qu'en plus, il avait un côté très hybride nouveau. Chez les Rockets, on se disait « Attends, c'est quoi ce mec ? Il est ultra athlétique, il peut switcher, il shoot bien à 3 points et il va au hustle. » Mais dans la NBA actuelle, un gars comme ça, mais c'est un titulaire indiscutable d'une équipe qui essaye d'aller loin. Je pense que Robert Horry aurait pu scorer plus. Après, il n'avait pas le handle ou quoi que ce soit. Ou ni le handle, ni peut-être la vision passe. Ni la vision passe, tout à fait. Mais quand tu vois la manière dont on glorifie certains PJ Tucker, certains Draymond, certains garçons comme ça, Moi, je le mets beaucoup plus fort que ça en attaque. Il a un vrai shoot. Je le mets. Oui, après Tucker, il est pas mal aussi. Il est capable de sanctionner, mais Robert Horry, c'est un sniper ultime à 3 points. Je trouve que ce serait un titulaire en 4 indiscutable d'une équipe qui essaie d'être championne. Ah, c'est possible. Là, tu dirais aux Sixers de cette année, tu leur mets un Robert Horry comme ça, là, un vrai stretch qui sait faire les winning plays. Je pense il toucherait des contrats de zinzin, je pense. Ouais. Il serait pas, tu vois, genre 9e contrat de l'équipe en mode ouais, parce que tu vaux 7 points et 4 rebonds. Non. Je pense qu'il serait très fort. C'est vrai. Passons en place numéro 9. Passons en place numéro 9. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui. Je vais voir la réaction d'Alex. Anthony Mason pour Alex, il était dans mon top 15. J'ai mis monsieur Derrick Coleman. Bien sûr. Il est dans le tien ? Non. Mais je suis d'accord. Ah ouais. Non, il... En fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a pas été tant que fois All-Star, Rick Coleman, avec ses conneries. C'est un baiser, quoi, dans sa tête, je veux dire. C'est de sa faute un peu, je veux dire. C'est aussi un peu de sa faute, on va pas se mentir. Allez, parle-nous de Toto Mason, RIP. Ouais. C'est une ballerine de 115 kilos. Ah ouais. Avec du handle, hein. Anthony Mason, il avait du handle. Hein. Il y a du caviar, mec. Il avait du handle, il savait faire des passes. Au rebond, c'est un pitbull. Après, il avait peut-être un des petits... Il n'avait pas un super shoot, il avait un geste vraiment dégueulasse avec le coude qui permet... Il arrivait quand même à scorer. Il a même été All-Star avec les Hornets quand il s'est fait trader contre Larry Johnson. Belle histoire, ça. Comment ? Belle histoire, ça aussi. Ouais, une histoire très classe. Ça va les Des Knicks, managers de qualité. Ouais. C'est clair. Mais ouais, Anthony Mason dans la NBA actuelle, je sais pas trop à qui tu le compares vraiment, parce qu'en taille-poids, en taille c'est PJ Tucker, en poids c'est LeBron, en handle c'est plutôt du Draymond, un peu, tu vois, ce genre de gars là. Non, c'est Big Draymond. C'est ça, il défendait bien, Anthony Mason. Le côté papa de gauche, le côté mental et tout, il aurait certainement pu, dans la NBA actuelle, être une sorte de multiple All-Star en mode 17 points, 9 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 40 fautes techniques et 8 coups de boule. Tu vois, c'est la version pixelisée de Bam Adebayo. Ouais, il est plus petit, il est beaucoup plus petit que Bam. Genre, vas-y, contracte, mais genre, c'est boule de voilà, tout. il est vachement intelligent, hein, il comprenait bien le jeu, gros QI basket pour notre ami Anthony Mason. Donc je pense que lui, dans les années 90, il a été un peu réduit à un rôle de soldat, vas-y, mets les muscles derrière Charles Oakley, machin et tout, blablabla. C'est ça un peu, hein. Alors que je pense que dans la NBA d'aujourd'hui, on lui filerait des ballons. Ouais, de ouf. Il y aurait des systèmes. Genre, tiens, Michel, fais l'écran, Anthony. Ah, mais il est disparu. Ouais. Il va vite, dis donc, le gros. Ouais. Dans la NBA actuelle, avec les espaces qu'il y a, avec des snipers dans les coins, qui peut rester vraiment devant lui, en fait, avec sa puissance et son épaule? C'est les sports qu'ils ont, c'est les sports qu'ils ont avec Grant Williams et tout à Boston, cette espèce de mec un peu chelou là, genre. Tu vois. Un peu petit, en même temps tonique, trapu. Genre, pourquoi tu gardes les spots 1 à 5 là et tu mets tes 3 et tu tailles du handle et tout, je comprends pas. Très bizarre, ouais, comme joueur. Pour switcher de partout, il est parfait. Bah, parce que même s'il est petit derrière certains pivots, tu sais que pour reculer, trop mobile. Bah, tu peux pas reculer en plus. Anthony Là, mon pote,
T'as Anthony Mason derrière toi, tu peux pas reculer, tu peux pas te retourner. Mais oh. Tu te tais. Qu'est-ce qui se passe là? Qui a construit un mur derrière moi? Il y avait 3 à ce stade. Ouais. Ah, c'était compliqué. Très très chiant. Donc ouais, non, moi je pense que ouais, j'aurais bien aimé en tout cas. Qu'est-ce que ça aurait été cool ça. Ça m'aurait fait kiffer moi. De ouf. Donc ouais, Derrick Coleman. Derrick Coleman qui a été qu'une seule fois All-Star. Alors oui, comme tu l'as dit en préambule, il a fait le con. Derrick Coleman a fait le con. Derrick Coleman avait un talent, mais un talent quand il débarque en NBA. Mais allez, 20 points dire bon, pas de gauche, shooting mi-distance, shooting 3 points, shooting tout ce que tu veux. Il est capable même de trash-talker, il dunk sur la tête du Shaq, avant que Shaq ait explosé évidemment l'arceau à New Jersey. Mais c'est une trop forte tête. Donc, on est sur quoi? On est sur... Entre DeMarcus Cousins et Karl Anthony Towns, je sais pas où foutre Derrick Coleman, mais il était techniquement trop fort, avec une palette offensive qui pouvait l'emmener jusqu'au plafond en fait. Il aurait pu tout faire, Derrick Coleman. Tu pouvais être sur pick and roll, sur pick and pop, tu pouvais filer des balles au poste, tu pouvais filer des balles sous l'arceau, papa de gauche. Genre, c'est quoi en fait dans la NBA actuelle, Derrick Coleman? C'est Chris Bosh plus costaud. Ouais, mine Chris Bosh. Ouais, genre, ça, hein, genre Chris Bosh qui a mal dormi quoi. Ouais, Chris Bosh vénère. Chris Bosh vénère. Ouais, Chris Bosh fâché. Bah tu sais que Chris Bosh fâché. Ouais, c'est ça. Je cherche d'autres points de comparaison. C'est chaud, hein. Moi je te dis, il me fait penser à Boogie. Un côté des Marcus Cousins, ouais. Ouais, il me fait penser à Boogie, mais tu sais que Boogie, rien que déjà dans les années 2010, c'était du 25-10 et All-Star. Il aurait pu monter les balles et faire des passes d'aise, c'est sûr, Derrick Coleman. Derrick Coleman, mais c'était sûr. Et certain. Le problème, c'est que. Si tu laisses de la place, il prend les 3. Tout à fait. Il en prenait déjà à l'époque. Tout à fait. Et des coups de coude dans la gueule et tout. Enfin, sur la saison 80. Rien que déjà, même 99-2000, il prend du 2 tirs à 3 points, il en met 36%, et même au début des années 90, il arrive, il a 34% de réussite, donc il sanctionnait. Il y a juste ce regret, quoi, c'est que les années 90, bon bah, si tu tombes pas dans la bonne franchise, bon bah là, demandez à Sean Kemp, demandez à Vin Baker, demandez à tous ces garçons dont on a déjà parlé, où en fait, il suffit que ça glisse un peu, et bon bah, il y a personne pour t'encadrer. Aujourd'hui, dans la NBA, ce serait un peu plus strict, et donc Derrick Coleman, bah, il aurait pu faire des bêtises. Je suis d'accord. Numéro 8. Allez, numéro 8. Genre que j'ai adoré ça. Je me demande si on va en avoir ensemble et à la même place. À Larrington. À Larrington. Nick Van Exel. J'en ai des comme ça. J'ai pas lui. Oh my goodness. J'ai pas lui, mais j'ai des comme ça. Il y en a des comme ça. Ouais, des gens dans comme le même registre. Ouais. À Larrington, voyez Tobias Harris? Ouais. Bah à Larrington, il aurait le contrat de Tobias Harris. Ça, je vous le garantis. Sur facture. Ça, attends, il a jamais été All-Star. Lui et Tim à Larrington, dans les années 2000, là, il a jamais, entre les Hawks, les Warriors ou les Knicks, il était bon, hein. Il scorait et tout. Il a jamais été All-Star à cette période. Aujourd'hui, je pense qu'il pourrait être All-Star. Ouais. Et je pense que potentiellement, il scorerait même plus que les 17-18 points de Tobias. Au rebond, il était relativement sérieux. C'est une à Larrington. Comment? C'est la séquence anti-Tobias. Let's go. Non, c'est pas anti-Tobias, c'est juste que le shoot est à Larrington, dans la NBA d'aujourd'hui. Ah, mais j'avais lu. Attention. J'avais lu et Tim Thomas dans le lot. La NBA d'aujourd'hui, à Larrington, je pense qu'il y a plein d'équipes qui lui donneraient 8 tirs à 3 points par soir. Et il t'en mettrait 43% là. Et puis ça serait bien relou. Surtout qu'en plus, tu peux lui filer un peu la balle au poste. Il y avait du micro-handle. Si le mec était un peu lent, il aurait certainement plus bossé ça, vu que ça aurait été plus dans l'air du temps. Ouais. Il a joué dans une pace ultra lente, avec un spacing tout resserré là, des années 2000, où quand même ça n'avantageait pas ce genre de joueur. On l'a vu d'ailleurs, parce qu'avec coach Don Nelson, bon bah là... joue 5. Nelson, de toute façon, il l'a fait jouer que 5, il était grand. Hein, attends, à Larrington, 2m06. 105 bons kilos bien tassés, beaux bestiaux. Hein. Beaux bestiaux. Non, franchement, en mode poste 4 polyvalent qui stretch de ouf, avec les espaces et tous les kick-out. Quand tu vois, je sais pas, moi, genre. C'est ce qu'on a attendu de Gallinari. Je sais pas ce que Maxi Kleber peut faire avec les. Mais à Larrington, mais. C'est ce qu'on voulait pour Danilo Gallinari avant qu'il y ait des soucis physiques. C'est mais ça. Gallo, c'était pareil. Hein. C'est ça. C'est ces mecs-là. Donc ouais, non. À Larrington, franchement, je pense vraiment... Moi, j'aurais adoré le voir là avec... tu vois, 15 ans plus tard, quoi. Plutôt que de le voir dans son prime en 2005-6, je préférerais le voir dans son prime aujourd'hui. Trop relou à défendre. Ça aurait été impossible à défendre. Compliqué, vraiment très compliqué. Très très compliqué. Nick Van Exel.
Compliqué à défendre aussi. Nick the Quick, qui vous voulez la séquence Lakers, la séquence Nuggets, la séquence Mavs. Nick Van Exel, papa de gauche, meneur ultra spectaculaire, du shoot, de la création, du tempo. Bon bah bienvenue en 2022. Qu'est-ce que tu fais dans les années 90? Alors autant, c'est un peu galopé à Los Angeles. Ah non, ils ont Encore essayé heureux. avec Bobby. Ils ont essayé. C'est Bobby Hill Avec, Non, c'est pas Bobby Hill. Avec, C'est pas Bobby Hill? Non, c'est le mec à lunettes qui s'énerve avec Kobe. C'est pas Issel, c'est Dan. Bref, je vais retrouver. Je te laisserai checker le coach des Lakers. C'est Tu crois pourtant que c'est Bobby Hill, moi, mais bon, peut-être que je me trompe. mec avec des lunettes, des cheveux blancs et qui s'engueule avec Kobe à chaque fois. C'est Dan ou Issel ou Issel. Bref, je vais retrouver. Nick Van Exel, incroyable. Allez le voir. Si vous n'êtes pas allé le voir, vous allez tomber amoureux de Nick Van Exel. On avait parlé la dernière fois sur les réseaux sociaux. Ça serait tellement kiffant que Nick Van Exel. Del Harris. Del Harris, pardon. Bien Ah, sûr, Danny c'est pas Bobby Hill, qu'est-ce que je raconte? Non mais Bobby Hill, c'était aux Spurs. tout à fait. Ouais. Et Orlando. Incroyable Nick Van Exel quand il est arrivé en NBA, spectaculaire, tellement clutch. Oh là 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 là. Franchement, dans la NBA d'aujourd'hui, avec tous ces meneurs à qui tu files autant de responsabilités, je dirais il est monté jusqu'à des 16, 18. Allez, il est jamais monté au-dessus des 20 points de moyenne Nick Van Exel, mais parce que bah dans cette NBA fin des années 90, début des années 2000, bon bah y a la rare exception, c'est quoi? C'est Gary Payton qui est un meneur scoreur, mais sinon le thème c'est Stockton. J'en ai un autre. Moi, Le thème, oui, il y a on en peut-être parlera plus on en parlera plus tard, ouais, tout à fait. Mais on n'a pas trop ces meneurs qui vont être capables, comme Steph, comme Trey, comme Kyrie, comme Lillard, de scorer autant et d'avoir les ballons et ils peuvent autant shooter. Le max du max en moyenne de shoot qu'a pu prendre du Nick Van Exel, il est monté, allez, à un moment à 16-17 shoots par match et à ce moment-là, c'était très bien, on pouvait voir le potentiel. Mais sinon, le pauvre, je pense qu'il aurait été plusieurs fois All-Star, il a été qu'une fois avec les Lakers, et donc bah ensuite c'est devenu un super remplaçant. Mais je pense pas du tout qu'il est remplaçant une seule seconde dans la NBA actuelle, Nick Van Exel. Je pense pas non plus. Et je pense que dans l'ère, attention, thème qui va revenir, dans l'ère Twitter, Insta, TikTok, YouTube, etc., Nick Van Exel, bon bah alors là... D'ailleurs, tu as parlé d'Eric Coleman tout à l'heure, il y a Kenny Anderson. Ah bah oh là là. Dans le genre Nick Van Exel, un peu gaucher, Mais rapide, t'imagines, petit, ah ouais, dribble et t'imagines. tout. Il y en a, ils doivent se regarder ça et dire genre putain. Place numéro 7. Bon, là, coup de cœur. Elle change de registre. Pareil. Mais énorme coup de N'empêche cœur. que, ouais. Je crois que je voulais le foutre beaucoup plus haut. Sam Perkins. Je l'ai dans mon zazen. Bref, la Friends. Ah, Ralph LaFrance, c'est vrai. Parle-nous de Sam Perkins. Bah, Sam Perkins, dans le genre Stretch 5. Je l'ai en 6. Ah, c'est bien. Dans le genre Stretch 5, je cherche sa petite fiche. Je fais des petites fiches. Voilà, il est là. Sam Perkins. Donc lui, il a fait les années 80 et 90 en Bien, tant les papas qu'intérieur. Poste 4, poste 5. Costaud. Beau bestiaux. C'est un intérieur qui shoot. Défendait pas si mal, mais sans plus. Pas un rebondeur boulimique non plus. Donc des défauts un peu chiants pour ces années-là. Où ça jouait beaucoup dessous. Il a pris beaucoup de 3 points à l'échelle d'une carrière dans les années 80-90 pour un intérieur. Je pense que son volume aurait triplé s'il avait joué dans les années actuelles. Bien sûr. Chose intéressante, c'est que au fur et à mesure de sa carrière, son volume augmente un petit peu parce qu'on se rend compte qu'il shoot bien, donc il y a un peu des systèmes, on essaie de le faire shooter, on se rend compte que ça peut faire sortir, ils sont pas non plus débiles tactiquement dans ces années-là, hein, que ça peut faire sortir les intérieurs adverses et tout, quelque chose qui est devenu la norme aujourd'hui, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que son volume augmente, son pourcentage aussi. Du coup, dans les années 90 avec Seattle, où Sam Perkins prend le plus de 3 parce qu'il y a Sean Kemp dessous, et il y a quand même un petit meneur comme Gary Payton, je sais pas si vous connaissez, qui est pas trop dégueu, qui sait lâcher son ballon, bah ça monte à 40% avec du volume. Et là, dans la NBA actuelle, franchement, par les mêmes métaux courts tout à l'heure, ah putain, Sam Perkins. Il est dans mes 10, il est Puis 6. plutôt mobile, Ah. costaud. Non, j'aime bien. Pour moi, ça, lui, dans la NBA actuelle, il aurait bien fait mal. Il est en numéro 6, donc je te laisserai après mettre ton numéro 6. Moi j'ai mis Raef LaFrentz. En fait, il y a la bataille avec Sam Perkins. C'était un coup de cœur du début des années 2000. Raef LaFrentz, pour ceux qui ne savent pas, on est sur un joueur taille 6'10. On est très très grand. Ça a joué à Denver notamment, c'est passé par Dallas. Et alors là, 3 points et contre. Hyper mobile et athlétique.
un Baptou qui en fait n'hésite absolument pas à aller protéger son arceau. On est monté jusqu'à 2 à 3 comptes de moyenne avec Ref Lafrenz. Après, pour des soucis de santé, il n'a pas pu non plus trop percer. Et puis il avait un profil qui allait pas trop à l'époque, quoi. C'est qu'on avait besoin absolument de stopper un gros numéro 34 à Los Angeles. Et j'adore le fait que tu puisses shooter à 3 points, mais on va pas faire sortir le Shaq en fait. C'est pas encore dans les méthodes de l'époque de se dire genre, mais attends, mais si j'ai un pivot qui shoot à 3 points, je vais peut-être pouvoir faire sortir le Shaq. Non. Et pourtant, Ref Lafrenz s'est monté pareil assez haut. Je vais juste me remettre ses stats sous les yeux parce que c'était. Moi, je dois avouer que c'était un de mes grands regrets quand j'ai préparé cette vidéo. C'est un des premiers noms qui m'est venu à l'esprit parce qu'on était sur 39% de réussite dès sa saison rookie à 3 points. En carrière, il a 36%. Et il en prenait entre 2 et 4 à 3 points. Et donc, il en mettait entre 35 et 40%. Et comme je le disais, on est sur du 14 points, 8 rebonds de moyenne et 2,7 contre. Donc, tu peux être excellent contreur, capable de switcher, shooter à 3 points et remonter un petit peu le ballon en galopant. J'aurais adoré. Bref, la fence, très clairement. J'ai mis Sam Perkins en 6. Alex, montre-nous ton numéro 6. Detlef Schrempf, l'Allemand. Ah ouais. Alors, je le rentre pas dans mon top 5 parce qu'il a une belle carrière. Il est plusieurs fois All-Star, il est même 2 fois, je crois, meilleur 6e homme de la NBA. Mais, je veux dire, on parle d'un mec qui, dans les années 90, est donc un ailier de 2m06-8, capable de dribbler avec du handle. Peut-être pas un créatif de ouf, mais enfin, avec du handle. Et qui shoot en carrière à 38% à 3 points, je vais revenir sur ces 3 points. Il n'est pas titulaire. Mort de rire, faut arrêter de déconner. Il a été quoi, 6e homme de l'année? Il a été 6e homme, il était beaucoup 6e homme. Ouais, mais de l'année, il l'a été, non? Oui, 2 fois. 2 fois. C'est pour ça que je le mets pas tellement plus haut. Mais le career high, en termes de 3 points pris, parce que là, je suis allé dans les chiffres pour être sûr de ce que je voyais, quoi. La saison 94-95, Detlef Schrempf va prendre 181 3 points. Alors aujourd'hui, les mecs en mettent 181 et encore, c'est des shooters moyens limite. Sûr. Sur ces 183 points, il va en mettre 93. On parle de 52%. Oh, c'était un fusil. Hein. C'était un fusil. Un fusil. Je pense que dans la NBA actuelle, Detlef Schrempf serait titulaire de chez titulaire et qu'il aurait plusieurs saisons à son actif à plus de 20 points par match sans aucun problème. Et on lui filerait même des ballons de temps en temps en fonction de la match-up. Le premier vrai allemand de NBA. Hein. Lui aussi, hein. Ça augmente les volumes, ça augmente les pourcentages. Parce que ça, c'est des mecs qu'on a frustrés à leur arrivée. On est là, oh, il prend des rebonds, demande la balle au poste. Oui, mais non, mais je sais shooter en fait. Non, mais demande la balle. Non, mais tu vois, la discussion sans fin. Aujourd'hui, Detlef Schrempf, il aurait des systèmes. Il serait en catch and shoot dans les corners. Il se baladerait dans des petits écrans. De temps en temps, on lui ferait une petite ISO. Putain, il ferait des carnages. Des carnages. Il a une technique offensive qui, dans la NBA d'aujourd'hui, c'est très compliqué de l'empêcher de scorer, lui. Hein. Grand, il shootait de haut. Hein. J'essaie d'avoir un... quand tu vois genre... je vais pas remettre Tobias Harris sur le paletot, hein, mais n'empêche que Detlef Schrempf, il a un rôle similaire, un peu poste 3-4, un peu le forward hybride, capable, tu vois, de faire énormément de choses sur un parquet. Il n'est pas aussi athlétique qu'un Jeff Green, donc quand même, faut pas exagérer, mais il y a des choses dans cet esprit-là. Tu parlais de Gallinari, Detlef Schrempf, pour moi, c'est plus fort. Hein. Pour moi, c'est plus fort. Je pense qu'il a notamment... ça doit lui faire plaisir à voir comme héritage, mais il fait partie de ces garçons à poser les pavés des premiers Européens. Je crois que c'est le premier Européen qu'on met dans le top 10. En tout cas, moi, je n'avais pas d'autres Européens. Et c'est un des premiers à péter les barrières, Detlef Schrempf. Et tu as raison de le souligner, à l'époque, si vous êtes Européen et que vous ramenez en NBA, on vous considère 2 choses. Vous êtes probablement bon techniquement, mais vous êtes surtout une merde en défense. C'est un petit peu l'étiquette qu'on colle quelques années précédemment à Drazen, dont on pourrait aussi reparler potentiellement. Et il s'en est bien sorti, Detlef Schrempf, mais il fait partie de ces garçons qui ont posé les bases pour les Européens par la suite. Tu te rends compte qu'en carrière, il a pris à peine plus de 1-3 points par match? Genre, vous pouvez pas regarder Bargnani et Detlef Schrempf et dire genre, ouais, Bargnani a fait une bien meilleure carrière. Non. Si vous vous basez uniquement sur les volumes, why not? Mais en vrai, c'est parce qu'il y en a un qui a été dans la même mauvaise ère et l'autre dans la bonne. C'est ça. Donc voilà, moi j'ai mis Detlef Schrempf en 6. Et moi j'avais Sam Perkins, on rentre dans le top 5. En 5. Qu'est-ce que j'ai dans le top 5 moi? Ah oui,
Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Darrell Griffith pour Alex, le Dr Dunkenstein. Ouais. Et j'ai mis monsieur Andrei Kirilenko dans mon top 5. Des belles carrières pour les deux. Darrell Griffith, c'est pas mal aussi. Hein. Il est quoi, rookie de l'année? Mais c'est tout. C'est tout. Dr Dunkenstein. Moi, je pense qu'il est All-Star dans la NBA actuelle. Oui. Vraiment. Je le pense vraiment. Pareil. Hein. Donc, on le surnom Dr Dunkenstein parce que, bah voilà, hein, je vais pas vous faire le dessin, mais dans les mollets, il y avait une belle dynamite. Tout à fait. Mais, et aussi, gros sniper. Genre, à l'époque, dans les années 80, il a plusieurs saisons de suite où il prend 253 points dans la saison. C'est un truc de taré hein, pour l'époque. Ouais. Prendre 253 points Comme dans la Michael saison, Adams, c'est un truc de taré. Il est à croqueur, hein, il est pas du tout dans des pourcentages de ouf, il est à 35, 36%, dans des pourcentages honnêtes, mais pas non plus un truc de ouf. Mais dans la NBA d'aujourd'hui, on lui filerait des ballons dans les mains. Du haut de son mètre 93 avec ses qualités athlétiques et ce qu'il a dans les mollets, tu sais qu'il ferait des dégâts là. Il serait à minima lieutenant. À minima, genre lieutenant à 25 pions par match, là, possible, tu vois. Vraiment, parce que scoreur, slasher, difficile à défendre. Et je pense qu'il aurait été All-Star, ouais. Dans la NBA actuelle, je pense qu'il serait All-Star. Tony Edwards. Genre en un peu moins stock, un peu plus longiligne, on va dire. Mais oui, genre de, tout à fait, ouais. Carrément rapide, puissant, qui monte, qui peut shooter de loin. Enfin, franchement... ouais, je pense que Darrell Griffith, c'est peut-être un nom qui dit rien aux gens qui regardent cette vidéo parce que c'est clair que c'est pas un mec super connu. Darrell Griffith, hein, pas Darrell Griffin. Griffith, comme Mélanie. Tout à fait. Comme Mélanie Griffith. Donc voilà. Ouais, Dr Dunkenstein, moi je pense que c'est un top 5 de. Ouais, parce que lui, il n'était pas dans la bonne période, clairement pas. Plus tu recules, en plus c'est évident, quoi. Il y a des mecs, les pauvres, quoi, dans les années 70-80, j'en ai vu 2-3, j'ai fait genre. Ben oui. Ça, on verra en montant. Donc toi, tu nous as mis notre ami André. AK-47, Andrei Kirilenko, qui, attention, fait une belle carrière, mais en NBA, j'aurais voulu voir beaucoup plus. Nous sommes sur le Jazz du début des années 2000. Andrei Kirilenko, il fait partie de ce trio fort sympathique de jeunes garçons qui viennent d'Europe et qui veulent secouer la terre entière. Pau Gasol, Tony Parker, Andrei Kirilenko. Ils sont ensemble, ils sont copains. Et Andrei, lui, il est à Utah. Objectif, juste faire le couteau suisse. Ça se passe plutôt bien, puisque dès les premières saisons, on a Andrei Kirilenko qui va monter jusqu'à plus de 3 contres par match. Andrei Kirilenko, on a des saisons où on a 3,3 contres et 1,9 interceptions de moyenne. C'est un malade défensif, c'est l'arme ultime, et donc Utah va commencer à bien cartonner, parce qu'il y a des Deron Williams. Qui sont un peu peut-être mal utilisés en attaque, même dans la NBA actuelle. Ah, j'aurais aucun problème ni souci d'imaginer un mec comme ça en pièce fondamentale d'une équipe qui va chercher le titre. Et il a été une fois All-Star. À la Draymond, un peu. Plus. Il était plus rapide, il avait plus de handle, il avait plus de... Draymond a un bon handle et est rapide, hein, mais Andrei Kirilenko, pour moi, c'est l'un des plus grands couteaux suisses qu'on a pu voir, qui après s'est régalé avec la Russie. Et en fait, ce qui m'a fait sourire, c'est que avec la Russie, ils l'ont laissé un peu plus s'exprimer freestyle. Et à ce moment-là, le mec, il roulait sur des compétitions internationales. Le mec, il disait, vas-y, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Avec David Blatt, le mec, il est arrivé, il a fait, vous allez faire quoi? Et je trouve que il y avait aussi son comportement, c'est-à-dire que en fait, je dirais plutôt son tempérament. C'était pas un alpha, donc dans le sens où il avait toutes les qualités pour devenir un mec incroyable, mais peut-être que de par sa personnalité, il serait resté 3e, 4e homme, etc. Mais je crois que son talent pur aurait pu l'emmener à être, c'est le genre de mec que tu recrutes en disant, là on va devoir jouer Yanis ou KD, en fait on lui met Kirilenko sur le crâne, quoi. Et c'est un mec qui derrière te met 16, 17, 18 points, parce qu'il était à 15 points, hein. 16, 15 points de moyenne pour être All-Star avec le Jazz. Il pouvait maintenir ses moyennes, tu vois, sur toute sa carrière, et même monter un peu plus. Mais le truc, c'est qu'à Utah, tu vois, tout était assez bien cadré par Jerry Sloan. Je trouve que ça a été dommage parfois. Ouais, il était pas Deron Williams, tout ça. Non, bien sûr. C'est Deron Williams, c'est Sibuz et Carlos Boozer et Mehmet Okur. Et j'aurais adoré qu'on lui lâche un peu la grappe, Kirilenko, genre, vas-y, éclate-toi. J'avoue. Lui et Gérald Wallace qui étaient en mention aussi. Gérald Wallace. Gérald Wallace, NBA actuel. Il y a moyen. Il y a moyen. Il faisait des dégâts. Quelques dégâts pour Crash, J-Wall. On va rentrer dans le top 4.
Place numéro 4. Petite entorse. Oula, tu t'es fait mal? C'est un joueur qui a quand même fait une belle carrière. Moi aussi. Une très belle carrière, même. Moi aussi. Ouh, waouh. Pourquoi? Alex a mis T-Mac en 4 et j'ai mis Mark Price. Ouais, je pense que T-Mac, il n'était pas dans les bonnes années, ouais. Je pense que T-Mac, avec la pace d'aujourd'hui... Ah bah mon frère. Je pense que T-Mac... C'est LeBron. Bah ouais. Bah oui. Et en fait, quand Mais tu bon, regardes... Il est pas Hall of Famer. Il est Hall of Famer, T-Mac. Voilà, bon, c'est pour ça que je le mets pas 1, parce que j'estime qu'il a quand même réussi à être Hall of Famer, parce qu'il avait tellement de talent que forcément ça s'est vu. Mais je pense limite qu'on est sur le joueur parfait pour la NBA d'aujourd'hui. Bah, les 2 meilleurs joueurs au monde, après vous pouvez débattre autant que vous voulez, hein, mais en tout cas les 2 meilleurs joueurs au monde se sont inspirés de lui. Hein. LeBron et KD, tu leur demandes de parler de T-Mac, ils ont l'alarme. Bah ouais. Et je pense que dans la NBA d'aujourd'hui, bah... La carrière de T-Mac, qui est une carrière où moi-même je suis là, genre, what the fuck, pourquoi il est first ballot Hall of Famer? Je pense que ça serait une carrière de genre, mais comment il est first ballot Hall of Famer tous les jours? Il est top 20 ou top 15. Tu vois, genre, c'est ouais. ça. Ouais. Ça se trouve, il serait... Parce que le problème de T-Mac, c'est que il avait un problème il s'est blessé, il a eu des blessures récurrentes, donc ça peut-être que ça l'aurait stoppé dans la NBA actuelle. Ensuite il avait un problème on se pose sur la question, est-ce que c'est vraiment un leader, T-Mac, est-ce qu'il aurait pu emmener une équipe au bout? Je pense que cela serait posé dans la NBA actuelle. Par contre je pense qu'il aurait passé des tours de playoff quand même en fait. Mais il a éclaté les darons. Je pense que même sans être un vrai bon leader, je pense que dans la NBA actuelle, avec le spacing actuel, il aurait défoncé les défenses. Je veux dire, le mec a quand même réussi à faire des saisons que toi et moi on qualifie de all-time, avec une pace autour de 90 possessions par match. Aujourd'hui, il y a 100 possessions par match, 10 possessions de plus à l'équipe de T-Mac. Donc ça veut dire qu'en gros, T-Mac, il a 8 possessions de plus. Alors, j'exagère exprès, c'est foutu. Mais vous m'avez compris. C'est foutu. Athlétiquement, vitesse, shoot, qualité de passe, défense. En fait, on oublie trop T-Mac en défense. Son mental lui aurait certainement quand même joué des tours. Ouais, d'accord. Clairement. Ouais, mais bon. Mais je pense que malgré son mental, en fait, il y aurait des demi de conf, des finales de conf, voir regardez Paul George. Voir s'il tombait exactement. Voir s'il tombait sur le bon pivot, le bon intérieur leader ou quoi. Et ben en fait, ça se trouve, il aurait une bague, Tracy McGrady. Ou plusieurs. Léon, tu voulais dire quoi? Léon s'il dit que non, lui. Moi j'adore. Ah oui, je sais. Préféré, mais il n'a aucun mental, il n'aurait pas de mental et des facilités qu'il aurait. Mais je pense que il en ferait rien. Je pense que son jeu. Environnement aussi. Je pense que avec la NBA d'aujourd'hui, son défaut de mental lui ferait un peu moins défaut. C'est sûr. Parce que plus d'espace, parce que plus de facilité. Ah, il a Paul George parce que plus dur à défendre. Intéressant comme point de vue. Parce que plus dur à défendre vraiment en fait. Et des joueurs qui ont trop créatifs. Des joueurs qui n'ont pas un si gros mental que ça, il y en a pas mal dans la NBA actuelle. Il y en avait dans la NBA d'avant, à des postes différents. Mais des postes à la T-Mac sur les postes 2, 3, 4. Parce que le T-Mac c'est ça, hein, c'est 2, 3, 4 dans la NBA actuelle. Ouais, et puis je vais jouer avec Kiao et tout. Genre, il y a une autre. Il y a un. Paul George, combien de fois il s'est écroulé en playoff? C'est vrai. Mais je te dis, il a un Paul George dans chaque main. Moi, je pense que même il. Tu vois, les saisons de James Harden, bah, je pense que T-Mac il peut les faire. Ouais. Après, moi, il aurait peut-être été MVP, tu vois, Léonce. Après, dans la NBA actuelle. Il aurait été tout aussi flemmard et il aurait fait juste. On aurait été là, c'est énorme parce que T-Mac c'est énorme, mais. Yo Peut-être que t'as raison. C'est d'ailleurs pour ça que je le rentre pas sur mon podium, mais je voulais le mentionner. Je suis bien content parce que je pense que waouh. Moi je le mets pas dans mes T-Mac. Ouais, toujours mentionner T-Mac. Moi je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que je pense que le mec il est déjà tellement haut que je me dis à quel point ça aurait changé sa carrière. Genre c'est quoi, il passe en 48-8, tu sais, on est là genre. Je pense qu'il aurait pu être MVP, tu vois. Ouais. D'une régulière, la régulière où il se blesse pas, tu sais. La régulière où il se blesse pas, en fait on est là, on regarde, on fait pardon. Tu sais de tu regardes la ligne de stats, tu t'étouffes. Non mais c'est tu sais, tu fais il aurait la prod Jokic est bon, Embiid domine, mais putain T-Mac c'est le meilleur. Ouais. Tu vois? Il aurait la prod de Luka et en plus de ça, il aurait fait le show. Ouais. Ah d'ailleurs. Ouais. Sacré T-Mac. On serait là. KD, les fans d'Orlando qui vont aller chercher les 11 par le col. Tracy McGrady, T-Mac. Oui. On serait là genre Tracy McGrady, Kevin Durant. Ah, lequel attaque le mieux? Je suis d'accord. Moi je suis un fan. Donc toi en 4 tu nous as mis Mark Price. Ouais, j'ai mis Mark Price. D'accord. Mais ah bon? Il fait. C'est marrant parce que là je
Je suis pas d'accord en fait. Je te jure. Bah, c'est comme lui et Steve Nash, en fait, ils en parlent tous les deux. C'est genre, bah, formidable, les meneurs de la NBA actuelle, mais en fait. En fait quoi? Ben en fait, si t'étais obligé, dans les années 90, donc faisons le profil complet. Ouais. Mark Price, belle carrière, hein. Il y a de la Team USA, il y a 4 fois All-Star, tout va bien, considéré comme un des meilleurs meneurs des années 90, pas de problème. Ouais. Et donc on a plusieurs saisons à 18 points, 8 passes de moyenne, etc. Ouais. Le sniper fait partie des meilleurs snipers de tous les temps. Donc que ce soit au lancer, où c'est un des 3 meilleurs de l'histoire, ou à 3 points, ou même dans le style de jeu, puisque c'est quand même lui, comme on l'a dit souvent dans des vidéos, qui a quand même démocratisé le fait de split derrière les écrans et d'aller casser derrière. C'est quelque chose qu'on utilise quasi quotidiennement en NBA aujourd'hui. Et il y avait personne qui était aussi fort que Mark Price à l'époque pour faire ça, à son T'as pas poste. peur de la dimension athlétique? Absolument pas. Ah d'accord, ok. Absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'un mec comme ça, aussi rapide, technique et malin, et qui avait une bête de vision du jeu, je pense que tu lui enlèves ce frein, et bah comme Steve Nash, il aurait pu faire du triangle. Sans problème. Ah, du triangle. Je pense Mark Price, honnêtement, il est à quoi? Il est à 17-18 points et 8 passes de moyenne. Donc il prenait, voilà, hein, le mec qui Ouais, fait à des la défauts. triangle, ok, d'accord. Voilà, je vois ce que tu veux dire. il était à 40% à 3 points en carrière en prenant que 4. Tu vois? Mais il pouvait bombarder encore plus. Un Mark Price dans la NBA actuelle, il en prend 8, il en prend 9. Il peut prendre des volumes à la Steph. Ouais, puis la dimension athlétique à la triangle, ok, d'accord. Et en fait, il y a certains que t'arrives un petit peu à cacher. Et je dis pas que ce serait du coup un truc de zinzin en termes de franchise player à qui tu files les clés et tu vas jusqu'au titre, mais je suis désolé, avec le jeu de Mark Price, tu le mets à côté de Kyrie, de Trae Young, de Damian Lillard et de ces garçons-là, ils discutent. Ils discutent parce qu'il a la technique, parce qu'il a mis des humiliations quand t'entends Allen Iverson parler de son premier match contre Mark Price, quand t'entends ces garçons-là, là, les anciens, qui se sont pris des fessées. Même John Stockton, il en parle du fait que Mark Price, il arrivait, il disait, gars, tu vas prendre 20 points, 10 passes, ça va être trop propre, je mets du tempo, j'arrive à nourrir tout le monde. Les meilleures années des Cavs, avant que LeBron y débarque, Mark Price était le patron de Cavs qui faisait quand même quelques beaux résultats, quoi. C'était lui et Brad Daugherty. Et je trouve que souvent, on lui a dit, bah tu sais quoi, tu restes quand même meneur gestionnaire, on va rester sur un registre des années 90s. Oui, donc on l'a peut-être pas suffisamment responsabilisé. Et on l'a pas assez responsabilisé. Et en fait, ça me rappelle ce qui s'est passé quand Triangle est arrivé avec Steve Nash, où en fait on s'était toujours dit, bah tiens, Steve Nash, si on l'avait lâché la grappe au niveau de la gestion. Ça fait les années 2000. Bon après, moi je le rentre pas dans mon top 10. Je ne rentre pas dans mon top 10, mais ce discours, on en a parlé plusieurs fois. MVP quand même, quoi. Tout à fait, mais je pense qu'il y a une ou deux vidéos sur cette chaîne où on a dit, tu sais que Steve Nash dans la NBA actuelle, Bien sûr, il ferait des dégâts, bien sûr, je suis parce qu'il d'accord. a le même nombre de caviar, il serait hyper spectaculaire, et en plus de ça au shoot, il ferait des saisons à 25 points en 50, 40, 90, on serait genre temps mort. Mark Price, je pense que déjà il fait partie du club 50, 40, 90, sur des volumes qui sont assez intéressants. Dans la NBA d'aujourd'hui où on donne tout à la main. Ah non, On donne beaucoup à la main, on donne beaucoup aux ailes aussi. Tout à fait. En fait, on donne beaucoup aux porteurs de balles. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas, les postes sont de plus en plus durs à définir. On va dire qu'il y a des porteurs de balles et des intérieurs. Je schématise un peu, mais... Je crois que c'est quand j'avais revu des vidéos et tout un peu, et certains matchs là complets qui sont disponibles de Mark Price. En plus, c'est pas pour faire une connexion, Cleveland, hein. Mais t'as même du Garland, tu vois. En termes de pure technique, trop fort. Et Garland, au bout de 3 saisons, c'est bon, il est All-Star, hein. Il n'y a pas de problème. Mark Price, fallait envoyer du sec, hein, pour être chez les guards de la conférence Est et avoir un spot, hein. Parce que t'avais Jojo qui en prenait un ou deux, tu vois. Bref, Mark Price, il est dedans. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est le côté parfois un peu petit, peut faire penser, oh, ça aurait été TJ McConnell. Je ne crois pas du tout à cette théorie, tu vois. Mark Price, ça n'aurait pas été TJ McConnell dans la NBA actuelle. Alex? Oh, les cris de nord. Ouais, voilà. Doucement, tu vois. Podium? Alors que Léon s'apprête à débattre sur les membres du podium, on va voir s'il est d'accord ou pas d'accord. Ouais. Coup de cœur, moi. Rod Strickland. Toto Kukoc. Bah Rod Strickland, tu vois... Vous voyez Kyrie? Ouais. Attends. Techniquement, oui, mais est-ce qu'il a le bout de shoot de Kyrie? Non, par contre, est-ce que Kyrie a sa passe? Non, bien sûr. Voilà. Non, Ah, non, il a pas le shoot de Kyrie. Tu vois, il a un bon shoot, hein. Tout à fait. Rod Strickland, bon shooter. Bien sûr, mais bon, c'est parce que Bah, souvent slasher. on compare à Kyrie, mais on est là genre... le handle, tu compares. Moi, c'est ça que je voulais dire. Taille, poids, handle. Franchement, dans une pièce un peu obscure, tu peux confondre. Voilà. Non, mais c'est vrai ou pas? Comme Alex avec Sam Perkins. Voilà, exactement. Exactement. Et avec, là, c'est quand tu shootes. Ouais, bref. Rod Strickland a traversé les années 90 avec des saisons 18 points, 8, 9, 10 passes. Parfois, il a même été meilleur passeur de la ligue une année.
au milieu des Nash Kidd à la fin de Stockton, Nash Kidd et tout. Mais il y a Strickland au milieu, mine de rien. Ultra rapide, handle de malade, slasher de fou, bon shooter, périmètre, il aurait shooté à 3 points, j'en ai absolument aucun doute dans la NBA actuelle, j'ai même pas de problème avec ça. Il aurait mis dans la sauce, mais n'importe quel défenseur. Il a jamais été ne serait-ce que All-Star. Ah oui. Oh. Lui, clairement, il y a un gap assez incroyable entre ce qu'aurait pu être sa carrière, entre ce qu'elle a été et ce qu'elle aurait pu être dans les années actuelles, parce que je pense que clairement, on a un mec avec un volume de scoring assez incroyable. Tiens, tu parles de Trae Young ? Ben voilà, tiens, en voilà un autre, tiens. Ah ouais, il peut. Il aurait été plus rapide, plus costaud, parce que plus costaud, plus musclé. Tu vois, plus athlétique. Ah, plus athlétique, hein. Oui, bien sûr, non, mais c'est plus Aaron rapide. Strickland, il faisait des lay-ups de malade. Bien sûr, mais Plus rapide, ça Strickland, discute. il pouvait être rapide, mais il était surtout je t'impose mon rythme. Je t'impose mon rythme, il mettait des coups de rein. Bon, il est plus à la Kyrie. Je t'impose mon rythme, je mets des coups de rein incroyables, des appuis de ouf, un handle de malade, des spin moves incroyables, des finitions avec la planche, mais complètement folle, des effets main gauche, main droite, j'évite les gros. Enfin, pouah. Et en même temps, c'est un passeur de ouf. Donc ouais. Je pense vraiment que Rod Strickland aurait été mais tellement mieux dans la NBA actuelle. Pouf. Il aurait été All-Star déjà. Ça, c'est sûr, il aurait été All-Star. Bah déjà, rien que ça, en fait, c'est juste C'est énorme. que- En fait. Ça se trouve, il aurait été All-Star, tu vois, plusieurs fois, tu vois, ouais, genre, ça, je suis d'accord. si on aurait été là, genre, what the fuck. Waouh. Ah bah, Tony Kukoc, hein. What, Tony Kukoc. Spoiler, je vais en reparler. Donc, Waouh, on est en trois. waouh. Donc, Et s'il je le met vous pas sur la laisse tablette, discuter. c'est qu'on va voir. Waouh. Non, bah, je mettrai plus tard. Là, pour l'instant, on va discuter de Tony Kukoc, hein, tranquillou bilou. Non, tu sais quoi ? On va se passer en deux. Comme tu veux. Comme ça, on reparlera de Tony un peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai en... Ah oui, bah, bien sûr. Ah bah, bien sûr. Je sais pas si tu l'as mis. Du coup. Peut-être tu l'as mis en 2 ou en 1, du coup. Enfin, pour moi, c'est un des joueurs auxquels j'ai pensé très vite. Spoiler. T'as mis qui ? Mahmoud Abdul-Raouf. J'ai mis Strickland, j'ai mis... Ouais, je pouvais pas tous les mettre. tu pouvais pas tous les J'ai mettre. mis Darrell Griffiths. Waouh. J'ai mis quoi d'autre comme petit gars comme ça qui s'est shooté ? J'ai- Je sais plus ce que j'ai mis. Bref. Allez, Pete Maravich. Bah, spoiler. Bah, du coup, on peut se spoiler. 3, j'ai mis Kukoc. 2, j'ai mis Abdul-Raouf. 1, j'ai mis Pete Maravich. Oh, j'ai mis Kukoc. T'as mis Kukoc en 1, Pete Ouais. Maravich en 2, Pete et Maravich donc en 2 Strickland en 3. et Strickland en 3, ouais. Du coup, si ça te va, je parle juste de lui et on se fait Tony et Pete. Steph Curry avant Steph Curry un peu. Quoique. Un peu de ça. Quoique. Voilà. Quoique. Oui, mais c'est encore autre chose lui. C'est Maravich. Mahmoud Abdul-Raouf. Nous sommes sur une légende déjà universitaire, Chris Jackson, qui débarque de LSU, si je dis pas de bêtises. Quand on entend le Shaq parler de Mahmoud Abdul-Raouf, tu vois tout de suite dans ses yeux, et ses coéquipiers le disent, ça devait être un crack total. Et d'ailleurs, c'est le cas. On est sur un shooter technique. Tous les grands joueurs qui l'ont croisé mettent du respect sur Mahmoud Abdul-Raouf. Quand tu entends Isaiah Thomas quand même, sur du handle pur, je parle pas du Isaiah de Boston, hein, je parle de Isaiah Zik, d'accord, de Détroit, qui dit que les vrais dribbles vraiment toniques de Mahmoud Abdul-Raouf, c'était vraiment une référence. Quand tu le vois jouer, ça pue 2020. Il y a du shoot à 3 points, des catch fire, de base, en plancher, CJ McCollum. Tu montes jusqu'à qui tu veux, Steph, etc. Tu peux avoir des manières d'humilier tes défenseurs, balle en main, ou sans le ballon, parce qu'en jeu sans ballon, l'autre, trop fort. Donc, je vais te laisser compléter sur Mahmoud Abdul-Raouf, mais il y a toute cette dimension dans le jeu qui fait que il m'a tout de suite, j'ai tout de suite dû le mettre dans mon top 10 parce que je pense que c'est un mec qui était paumé dans les années 90. Dans la NBA actuelle, il serait complètement inarrêtable, parmi les meilleurs scores de la NBA. Et en plus, je ne vais même pas parler de la dimension sociale. C'est-à-dire qu'il y a des papiers hyper intéressants qui ont été écrits, notamment avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers mois, ou en comparaison avec ce qui s'est passé avec Kaepernick, notamment en NFL, quand lui, Mahmoud Abdul-Raouf, a aussi pris des positions pas faciles dans les années 90, notamment par rapport à l'hymne national américain, etc. Ça n'a pas du tout été le même traitement. C'est un gars qui, globalement,
est très respecté par ses pairs, mais n'était pas du tout né dans la bonne époque. Pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses de Mahmoud? Ouais, je pense qu'effectivement, lui, déjà, sans parler même des questions sociétales et tout, mais déjà au niveau du jeu, entre son handle, sa capacité à shooter en sortie de dribble, son jeu sans ballon... T'as dit Steph avant Steph? Il y a du Steph avant Steph. Après, est-ce qu'il aurait réussi à faire la même qualité sur la longueur avec le volume de Steph? Ça, c'est pas gagné. Mais par contre, c'est sûr, il aurait été beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus important et potentiellement un des meilleurs joueurs d'une grosse équipe. Clairement, en fait, c'était possible dans la NBA actuelle. C'est possible. Ouais. Non, joueur énorme. J'ai mis Maravic en 2, tu l'as mis en 1. Ouais, bah Maravic, clairement, il arrive en haut de ce classement parce que pour le coup, c'est à lui que j'ai pensé tout de suite. Ouais. Parce que numéro 1. lui, à la différence de Mahmoud Abdul-Raouf, par exemple, il a joué dans une époque un petit peu plus friendly en termes de rythme de jeu et de pace. Tu vois, ligne à 3 points. non, mais il n'y avait pas de ligne à 3 points, mais tu vois, en termes de rythme de jeu, moi, parce que Mahmoud Abdul-Raouf, lui, il s'est tapé la truc, Oui. la pace de merde. C'est pour ça qu'il a 18 points par match. Hein. Voilà, tu vois. Alors que par contre, au moins, Maravic, il pouvait claquer des 30 points par match et tout, il y avait la pace. Mais alors... Non, mais bien sûr, attends, mais je l'ai mis en 2, de toute façon, je l'ai mis en 2. Donc déjà, mettez-lui une ligne à 3 points, lui. C'est Pistol Pete, il est à 40 points de moyenne en NCAA, il n'y a même pas de ligne à 3 points. C'est-à-dire qu'il prend des shoots à distance, à mi-distance, ça compte que 2. Ça compte que 2. Le jeu en transition. Et alors après, voilà, le jeu de passe. Parce que j'aime Non, bien le mais scoring. stop. Mais il a réussi à scorer 30 points par match plusieurs saisons, donc ça va. Bien Il sûr. a réussi à scorer, tu vois ce que je veux dire. Mais en plus de ça, il est Hall of Famer, il est top 75. Je veux dire, il a été plusieurs Ouais, fois mais- All-Star. Tu vois, non mais attends. Mais on l'a mis dans la deuxième partie de notre top all time. Mais bien sûr. Alors que dans la qu'en vie fait, actuelle, on le met dans la première partie, genre en dormant. en fait, Pete Maravic pourrait être le franchise player d'une équipe qui joue le titre. C'est possible. Ça pourrait être le joueur le plus C'est possible. spectaculaire au monde. En Ouais. vrai. Peut-être qu'on paierait pour aller voir Pete Maravic, clairement. Mais bien sûr. Ce serait Clairement. le joueur Twitter, Insta, TikTok, Facebook, tout ce que vous voulez. Tout, des Clairement. highlights tous les soirs avec des get buckets. Ah Ouais. non. Ouais. Ce sera un master du pick and roll, qui est l'arme absolue, enfin l'arme, on va dire que quasiment une attaque sur deux est basée sur un pick and roll aujourd'hui en NBA quand même, hein, donc c'est quand même très important. Je pense que oui, clairement, tu prends les gros arrières du moment aujourd'hui, parce que c'est un arrière, hein, Pete Maravic, combo garde, mais il est quand même assez grand. Hein. Je sais pas quelle taille il fait. 93. Ouais, peut-être même plus. Un peu Même, plus, tu vois, ouais. genre, il était assez grand, Pete Maravic. Ouais. Hein. Parce que je me rappelle d'une vidéo de lui où, avant qu'il décède, le pauvre, hein, où il est avec Oscar Robertson. Il est légèrement plus grand qu'Oscar. Ouais. Il faisait quelle taille, Oscar? Ouais, c'est ça pareil, 6. Tu vois Donc voilà. Ouais, non, mais les Bradley Beal, les McCollum, même James Harden, hein, les gars comme ça, là, les arrières actuels, les Devin Booker, les Jamal Murray, les gars comme ça, bah, ils seraient tous derrière Maravic, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Ouvrez bien vos oreilles. Il serait derrière Pistol Pete Maravic. Alors certes, c'était funky les années 70, donc les cheveux battent au vent, les chaussettes elles sont montées, Mais il a absolument tous les codes 40 ans avant. Tous les codes avant, même 50 ans avant, parce que il a un style incroyable. Le style de Pistol Pete, ses maillots, les chaussettes montantes, la petite mèche, tout. Il dégage un truc hyper funk. Tu dessines les années 70 de la NBA, t'as une photo de Pistol Pete avec la jaquette et tout, soit celle des Hawks, soit celle du New Orleans Jazz. Il était incroyable. Dans le jeu, allez voir s'il vous plaît, si vous regardez ce top 10, allez voir des compilations. 1, des compilations de passes et comme disait Alex, de jeux en transition de Pistol Pete Maravic. 2, allez voir des matchs complets. Il y en a. Et rendez-vous compte qu'il n'y a pas de ligne à 3 points. Il y a un match disponible, le premier match en quart de Pistol Pete, qui est pas top, hein, contre Kareem Abdul-Jabbar, si je dis pas de bêtises, avec les Bucks. Mais il y a d'autres matchs de Pistol Pete complets. Son match à 60 points, je crois c'est face aux Knicks, 68 points. Le mec, il prendrait feu, ce serait une League Pass alerte. 2 à 3 fois par semaine. Et on serait là genre en mode, t'as vu le dernier caviar? Dépasse à la Jokic avec des shoots comme Steph. Allez hop, basta. Tu mets Pistol Pete dans la NBA actuelle, franchement je pense que ce serait le joueur le plus médiatisé au monde. Bien sûr. Vidouam. Après je sais pas pour les victoires, parce que c'était un sacré personnage aussi, hein, où c'était beaucoup moment jeu, etc. dans un collectif. Mais alors l'autre pour faire le show, tu paierais des tickets frère. Donc toi tu as mis Tony en 1? Ouais. Pardon, je te laissais checker quoi? Je regardais juste un petit truc là pour retrouver une citation que j'avais utilisée dans un article à l'époque sur Tony Kukoc.
je pense, j'ai mis Tony Kukoc en 1. Parce que, alors là, pour le coup, entre ses skills, ses qualités physiques et tout, je pense clairement que Tony Kukoc, les années 90, c'était pas l'idéal pour lui. Clairement pas. Ni en Europe, ni en NBA. En Europe, il a dominé comme un gros porc. Ça peut penser à Lamar Odom. Oh, des vaches. Plus non, attends, je suis pas en train de les comparer, ça, j'ai juste une pensée pour Lamar Odom. Ouais, il y a de ça, Lamar Odom, tout à fait. Pas dans le bon endroit, Big Corn. Ouais, grave. Mais quand Tony Kukoc, du haut de ses 21-22 ans, a gagné avec la Juke Split, l'équivalent de l'Euroleague aujourd'hui et tout, il y avait Sacha Djordjevic, qui est donc serbe. Kukoc est croate. À l'époque, années 90, tout ça, je vous fais pas de dessin, c'était quand même pas la grosse fête entre ces deux pays-là. Ce qu'on appelle la guerre. Sacha Djordjevic, il a quand même une sacrée tête de... Il a un caractère, comme on dit, pour être poli. Hein. Voilà. Il a dit, je pense qu'en dépit de ses 23 ans, Tony Kukoc est le meilleur joueur yougoslave de tous les temps. Le mec est serbe. Il a dit ça d'un croate, dans le début des années 90. Pourquoi il a dit ça ? Parce que, en termes de talent, je pense que Tony Kukoc était un ovni que les années 90 n'ont même pas bien vu. Il a même pas été All-Star. Et Berly titulaire. Il fait vite fait titulaire. Ouais, il finissait les matchs, il est tellement fort. Tony Kukoc, une fois, pour mettre 105 3 points, pour mettre 100 tirs à 3 points, il a fallu 105 tirs. C'était un passeur incroyable. Il avait le handle, la taille, il était grand. Il est grand, Tony Kukoc. Il aurait, franchement, je dis pas que c'est un prodige à la Luka Doncic, mais peut-être que je dis que c'est un prodige à la Luka Doncic, en fait. Il y a du Luka, ouais. Il y a du Luka. Franchement, si ça se trouve, dans la NBA d'aujourd'hui, il jouerait 2, 3, 4, je sais pas, on s'en fout. Il aurait le ballon en main, on lui ferait des écrans, il ferait des pull-ups à 3, il serait complètement indéfendable, et on serait tous là en train de dire « Ouais, mais on peut le cibler en défense. » Ouais, tu peux le cibler en défense, c'est vrai. Par contre, il te met 30 points, il prend 8 rebonds, il fait 10 passes. Et il est injouable. Et personne ne peut l'empêcher de scorer. C'est impossible. Au poste, à 3 points. Il avait toutes les finitions, même à l'arceau, parce que souvent, on a tendance à voir des garçons comme ça et se dire « Allez, ça va juste shooter à 3 points. » Mais Kukoc avait vraiment les finitions sous l'arceau, en se protégeant bien. Il était un peu rugueux en plus, c'est-à-dire qu'il n'avait pas peur du gros contact non plus. Certes, en défense, parfois, ça pouvait être léger, mais lorsqu'il fallait monter... correct. Enfin, pas un défenseur de ouf, mais correct. Et lorsqu'il fallait se retrousser les manches, il allait au mastic. C'est vrai. Évidemment, il a des bagues, parce qu'il a joué avec Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, mais il était titulaire, je rappelle, en fin de match dans cette équipe de tarés. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans une équipe de tarés où les deux autres bestiaux, il lui avait mis la leçon au JO de 92, alors qu'il avait 21 ans, ou je sais plus quel âge il avait, 22 ans, peut-être un truc comme ça et tout. Il est venu de ça, dans cette équipe-là, il s'est quand même imposé. Quand Jordan... Enfin, bref. Tony Kukoc, quoi. Même pendant le break de Jordan, quand il est pas là, et que Phil Jackson, d'où la fameuse épisode que certains ont vu dans The Last Dance de pour qui tu dessines le dernier système, et qu'en fait, t'adores Scottie Pippen, mais en fait... Le gars à qui tu as filé la balle, c'est Tony Kukoc. Alors qu'on parle de Scottie Pippen, quoi. Ouais. Clairement. C'est Kukoc à qui on dessine. On dit genre, prends la balle parce que l'émergence de Tony, elle est trop évidente. Ouais. Je pense que dans la NBA d'aujourd'hui, avec la pace, avec le spacing, avec ses qualités bizarres, de ball handler, de 2m08, je pense, Tony Kukoc, il était grand, assez rapide, peut jouer en transition. Demi-terrain, il aurait mis des sauces derrière les écrans, mais je pense qu'il y a très peu d'intérieurs qui peuvent tenir devant lui, et il n'y a aucun garde actuel qui peut l'empêcher de shooter, il est beaucoup trop grand. Donc, vraiment, là, j'ai pensé à Pete Maravich, et après j'étais là, blam, mais j'ai mis Tony Kukoc en 1. J'adorerais le voir 20 ans plus tard que ce qu'il nous a fait, parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui ce serait... Il n'y a pas d'équivalent réel, à part éventuellement Luka Doncic, et je pense qu'à son époque, Tony Kukoc était un prodige, tout comme l'est Luka Doncic. Vraiment. C'est trouver des profils, mais c'est trop compliqué. Trop compliqué, en fait. Luka, grand, garde, truc et tout, machin, qui a été très fort très jeune, c'est des mecs qui ont été professionnels à 16 ans, ça, tu vois. C'est des mecs qui ont gagné des compétitions européennes très très jeunes et tout. On souhaite une belle carrière à Franz Wagner. Ouais, voilà, mais Franz Wagner est plus athlétique, je pense. C'est des baisers, les Wagner. Kukoc n'était pas aussi athlétique que ça, il était athlétique. Mais c'est tout ce qu'on lui souhaite, parce que le jour où il y arrive, comme ça, marcher sur l'Europe aussitôt.
C'était compliqué, ouais, comme on en parle avec Detlef Schrempf, enfin, t'es un Européen et tu veux essayer de t'imposer en NBA, fallait casser des barrières qui étaient fatales aujourd'hui. Merci Tony, merci Pao, merci tout le monde. On file la balle en fait, si t'es Aujourd'hui bon. c'est bon, t'es franchise player, basta. Et File on la essaie de balle. voir s'il y a des Américains dans le classement MVP, dédicace donc le savent. Waouh, c'est clair. Voilà. La Panthère Rose. Et Pistol Pete. Ouais. On va montrer le gros tableau. Allez. Léonce, le gros tableau final avec le top 10 all-time des joueurs. Lui, 3 petits points dans la NBA actuelle, tu sais qu'il ferait des zinzindries. Dites-nous, vous, qui vous voyez. Ouais, qui on a oublié. Qui on a pu oublier, parce qu'il y en a plein, hein, des joueurs des mentions honorables. je pense, ouais. Quelles sont les légendes aussi du jeu que vous aimeriez voir? Peut-être que ça sera une émission. Hein, je crois qu'on avait parlé avec Léonce juste avant off. Genre, bah attends, ça donnerait quoi un Shaq dans la NBA actuelle, un Michael Jordan, etc. Des joueurs qui auraient Ce beaucoup, serait pas mauvais, je pense, Michael. beaucoup de difficultés Je pense dans ce genre de Michael, setup. il corrigerait 2-3 personnes, je pense. Oh, je pense qu'il aurait du mal. Il aurait du mal parce qu'on pourrait le prendre à 2. Hein. Ah Attention, bah. Bastien. On pouvait pas à l'époque. Hein. C'est comme le Shaq, hein, Draymond il le tient. Dans tous les cas, on vous attend dans les commentaires avec vos suggestions de Le top Shaq, 10. c'est Drummond, non? C'est Moses Malone, ça, Draymond. Moses Malone, c'est Tout Drummond. à fait, le Shaq, c'est Sagana Diop. On vous fait des bisous et on se retrouve dans les commentaires à lundi prochain pour un prochain Ciao. Top 10 Time. Ciao, Bisous, ciao. ciao.